Alors, par contre, comment je fais pour changer de slide? Ah oui, il faut que je clique. Ok, d'accord. Donc, pour ce webinaire, voici l'ordre du jour que je souhaite vous présenter. Donc, rapidement, ce qu'a déjà fait Mickaël, donc l'accueil et l'explication du fonctionnement du webinaire. Je vais vous faire une introduction sur GNPIS et sur l'URGI. On va parler d'un standard de données, donc le format MyAPI. Je vais vous expliquer comment se déroule la soumission des données de phénotypage à l'URGD, donc dans GNPIS. Et enfin, je vous ferai une petite démonstration d'EPHISIS, donc du système d'information sur les données de phénotypage. Donc le fonctionnement, c'est ce que a abordé rapidement Michael. Donc pendant que je parle, vos micros seront coupés pour éviter des effets d'écho ou des choses comme ça. Vous pourrez écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure, donc dans la partie en bas à gauche. Et c'est vous qui gérez les micros, pardon. Nous, on s'occupe pas Oui, oui, ou... voilà, Ouais, voilà, c'est ça. d'accord. Donc Célia et Mickaël sont là pour me donner un petit coup de main au niveau de l'organisation, on va dire, parce que moi, pendant que je parle, je ne pourrai pas forcément voir vos questions. Donc du coup, ils sont là pour m'aider et vous pouvez noter les questions dans le chat. Et pendant les sessions questions, on ouvrira les micros, on lira les questions qui ont été posées et s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, elles le pourront. Et donc du coup, le webinaire est enregistré. Donc ça sera pour les personnes qui ont des problèmes de connexion par exemple ou qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, pourront Oui. aussi voir ce qui s'est déroulé aujourd'hui. Notamment, il y a notre WP leader, là, Fabienne, qui a beaucoup... Oui, Fabienne oui, de oui, l'ITB, oui. là, les personnes de Oui, l'ITB. oui, oui, elle m'a Vous prévenu, oui. irez... C'est Ouais, il y a eu un petit souci d'horaire. Bon, c'est des choses qui arrivent. ouais. Euh, euh, ah oui, c'est pas très pratique le système de navigation. Donc on va commencer par l'introduction. Donc GNPIS, c'est le système d'information de l'URGI. Il héberge des données génétiques et génomiques de plantes et de leurs pathogènes. Donc GNPS accueille une plateforme ISO 9001 dans laquelle sont insérées des données principalement INRA, mais aussi de tous les partenaires en collaboration dans des projets. Donc notamment, il y a tous les projets investissements d'avenir plantes, donc comme Aker, les données du projet Phénom, d'Elixir ou du réseau Plantacomp. Au niveau des types de données qui sont hébergées, il y a tout ce qui correspond au phénotype, toutes les données génétiques et les données de génome. Donc l'URGI fait partie d'un réseau, fait partie d'une plateforme IFB qui correspond au nœud français de ce réseau, qui fait partie également d'Elexir qui représente le nœud européen. Il y a également une initiative, donc au niveau de la WIT initiative, ce qui permet d'avoir une envergure internationale. L'URJ avec South Green coordonne le montage d'un pôle plante français. Et donc l'objectif de ces différents nœuds et de ces différentes initiatives, c'est d'améliorer la qualité des données distribuées sur les plantes pour au final obtenir un portail de découverte de données sur les plantes. Ah, pourquoi j'ai pas ma slide non plus? Non, justement. Ah, bon. Désolée, la petit souci technique, je n'ai pas l'intégralité de la slide qui s'affiche. Mais l'idée, c'était... parce que là, je passe directement à la page suivante.
Donc, bah, je vais vous expliquer le contenu. Du coup, l'idée, c'est de mettre en place des standards pour mettre en place l'interopérabilité entre les différentes bases de données. Et donc, du coup, ces standards passent par principalement des ontologies, une description des métadonnées avec un vocabulaire contrôlé. Et donc, en coopération toujours avec la WIT Initiative, il y a un cookbook qui a été mis en place pour justement bien cadrer les vocabulaires pour faire des standards pour justement l'interopérabilité. Donc le but, c'est de se baser, par exemple, sur des ontologies ou des formats de fichiers déjà existants, tels que les fichiers VCF, ou le format MyAPI que je vous présenterai dans un second temps. Toujours pour l'interopérabilité et donc le lien entre les données, on se base sur des pivots. Donc le premier pivot correspond au matériel biologique. Donc ce matériel biologique doit être convenablement décrit et pour cela on utilise la norme du MCPD. Les accessions doivent avoir une identification unique, donc qui passe soit par un PUID ou un DOI. Et donc ce pivot permet de faire le lien entre les données de génotypage et de phénotypage. Le second pivot correspond donc aux traits phénotypiques. Donc là, la manière de les décrire, on passe par des ontologies de variables. Donc ces ontologies peuvent être retrouvées sur le site de la CROP Ontologie. Et ce pivot permet de faire le lien entre des expériences de GWAS et de sélection génomique. Le troisième pivot correspond donc aux marqueurs. Donc ceux-là sont représentés au niveau du format VCF où on fait en sorte que ce soit le standard utilisé. Et ces marqueurs permettent de faire le lien entre les données génétiques et les données génomiques. Le dernier pivot, donc là j'ai mis actuellement en développement parce que ça va être une future interface qui va être proposée au niveau de GNPIS. Donc le standard utilisé pour décrire ces gènes, c'est le format GFF3. Et donc ça permettra de faire le lien entre les données génomiques qui sont actuellement dans des gibroses et les données génétiques qui sont dans le système d'information. Au niveau de l'URGI, toujours dans tout ce qui est standardisation et soumission de données, on fait en sorte de pouvoir faciliter le plus possible la soumission des données. Donc il y a l'ouverture d'un service qui a été fait en 2016 qui permet sur des petits projets hors projet PIA par exemple de soumettre des données à l'URGI. Il y a également un travail qui est fait avec les différentes communautés de plantes pour améliorer les outils de soumission, donc par exemple les fichiers Excel que je vais vous présenter tout à l'heure, les interfaces de soumission. Toujours, on continue à travailler sur la standardisation des données, donc par exemple avec la crop ontologie. Et on travaille aussi à simplifier le workflow de soumission des données. Donc voilà pour la première partie d'introduction rapide. Donc si vous avez des questions, on va réactiver vos micros. Donc n'oubliez pas de cliquer sur l'icône en haut à gauche parce que même si on vous a réactivé vos micros, il faut quand même dire que vous souhaitez parler. Donc est-ce qu'il y a eu des questions au niveau du chat? Non, d'accord. Je peux parler là? Oui, oui, C'est oui, bon? c'est bon.
Déjà, c'était sur l'ontologie betterave. Finalement, est-ce qu'elle a été finalisée? Alors, il y a une première version qui a été fournie à la CROP Ontologie, également disponible au niveau d'AIS et de GNPIS. Après, si jamais il y a des mises à jour au niveau de cette ontologie, possibilité d'ajouter des variables ou des descriptions, des choses comme ça, c'est parfaitement possible. Il s'agit d'une première version qui a été publiée. D'accord. Déjà, ça s'appelle publier. C'est le terme officiel parce que Daphné nous avait dit qu'elle le ferait, mais donc c'est ça qu'on appelle publier. Oui, Non, c'est parce qu'on n'est pas habitué à ces systèmes-là. Donc voilà. d'accord. Et puis j'ai une question plus générale, mais qui peut être traitée après. C'est quand dans tout ce système-là, on a des données sur des données de génome sur les gènes. Oui. Est-ce que ça se connecte Pardon, excuse-moi, ça a coupé au milieu de ta phrase. Parce que je ne suis pas généticienne, donc peut-être que je pose une question complètement bête, mais est-ce que les informations qu'on a sur un gène, une annotation de gène, dans le cas de la betterave, elle est en lien avec le même gène annoté dans une autre espèce? Ça sera, alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, au niveau des gènes, c'est quelque chose qui est en développement. Donc à l'heure actuelle, toutes les annotations sont faites au niveau des gibroses. Donc ça, c'est Daphné qui gère au niveau d'AIS avec les gibroses de la betterave. Par contre, pour faire le lien avec les autres données au niveau AIS ou GNPIS, c'est un futur développement. Ok, je crois que j'ai compris. Moi, donc Didier Demilly, j'ai une question. J'ai entendu que donc vous gérez les données produites par les plateformes de Phénome. Oui. J'ai compris aussi du côté de Phénome qu'il y a un développement d'un système d'information qui s'appelle FIS. Alors, est-ce qu'il y a des connexions, des ponts, des liens entre ce que développe l'URGI et FIS? Oui. Oui, il y a Célia qui va m'assister. Oui, il y a des ponts qui se font. En fait, il y a un développement qui a été fait et qui permet d'afficher dans GNPS des liens vers FIS quand la donnée est disponible dans FIS, en fait. Je crois que c'est pas encore fait en routine systématiquement, mais c'est quelque chose qui est en cours. En fait, oui, la différence entre FIS et GNPS, c'est que FIS, c'est plus un outil de gestion locale, si je peux dire, gestion des données brutes, alors que dans Ephesis, ça va plus être la publication de jeux de données qu'on va vouloir valoriser et des jeux de données qui ont été curés. Dans FIS, je crois qu'il va y avoir, on peut gérer tout ce qui est les images et vraiment les données brutes qui peuvent être en très très grosse quantité, alors que c'est vrai que côté GNPIS, c'est pas possible, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, donc il n'y a qu'une partie des données qui peuvent y être soumises. C'est bon, du coup, ça a répondu à la question. Et pour info, je vous ai mis le lien vers la bitontologie dans le chat pour ceux qui veulent y accéder à l'ontologie. Tu as eu ta réponse? L'image, c'est S'il n'y a plus de questions, je pense que Dorothée va reprendre. Oui. D'accord. Donc maintenant, je vais vous parler d'un standard qui s'appelle donc le format MyAPI. Donc, pourquoi ce format?
En réalité, c'est pour pouvoir réutiliser les métadonnées de l'expérience de phénotypage. Donc, c'est savoir dans le détail qui a réalisé l'expérience, à quel moment, avec quel matériel biologique. Pourquoi ce format également? Pour intégrer, on espère de manière automatique, les données de phénotypage en interaction avec d'autres types de données. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au pivot. Donc, c'est pour pouvoir faire cette interaction-là. Et aussi pour activer la découverte des connaissances, donc grâce aux métadonnées, au vocabulaire contrôlé et aux ontologies. Ce format propose différentes étapes pour standardiser les données. Donc, notamment, propose une liste de champs requis à vérifier pour décrire l'ensemble des données de phénotypage. Propose d'utiliser un vocabulaire contrôlé, donc en utilisant toujours des ontologies, voire des échelles comme les échelles BDCH. Propose d'utiliser des identifiants uniques persistants, comme ce que je disais tout à l'heure, PIID ou DOI, et d'utiliser un maximum des formats de fichiers standards, donc comme les formats VCF ou les formats GFF. Donc, dans le cadre d'une expérience de phénotypage, ce format permet de décrire quel est l'objectif de l'expérience, qui a contribué à l'expérience, quelles étaient les procédures expérimentales utilisées et la description du matériel biologique. Donc, c'est un format qui est en cours de développement et qui est maintenu par une communauté internationale. Dont voici quelques partenaires en dessous. Et on essaye de faire en sorte aussi qu'il soit disponible au niveau du fair sharing. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de développement avec l'URGI. Au niveau du format lui-même, je vais vous présenter différentes sections. Et l'idée, ça sera ensuite de faire le mapping entre ces différentes sections qui permettent de bien décrire une expérience de phénotypage et le format de soumission de l'URGI. Donc les premières parties que je vais vous décrire, c'est ce qui concerne donc, ce qu'on appelle l'investigation, la studie et les variables observées. Donc l'investigation, c'est ce qui correspond au programme de recherche établi dans un but précis, voire une seule expérience. Donc ce programme peut contenir une à plusieurs studies. Il est décrit par des informations très globales attachées à un DOI. Par exemple, c'est ce qui peut être fait lorsqu'on souhaite faire un data paper, par exemple. C'est ce type d'information où on décrit son programme avec un titre, une description, les publications liées, les auteurs. C'est ce type d'information qu'il faut pour le décrire. Ensuite, la studie, donc ça correspond à l'expérience pour répondre à une question précise biologique. Il y a un lieu par studie. L'expérience peut être réalisée sur plusieurs années et les métadonnées pour décrire donc cette expérience correspondent à la durée de l'expérience, au lieu d'expérience, les données statistiques et les pratiques culturelles faites au niveau de l'expérience. Enfin, la variable observée correspond à une mesure spécifique faite sur un trait d'intérêt. Et donc, les métadonnées associées au trait correspondent à une méthode et une échelle. Ensuite, donc, les trois autres sections correspondent à la description du matériel biologique, de l'observation, de la parcelle qui est observée ou la plante, et voire d'un échantillon. Je maîtrise pas bien le...
définir les slides. Donc pour décrire ces 3 sections, toujours au niveau du matériel biologique, il est important de bien l'identifier et également d'identifier sa source. Donc comme pour l'URGI, il est recommandé d'utiliser les normes du MCPD et en fonction de l'origine du matériel biologique, il y a différents niveaux. On peut le caractériser avec le nom de l'accession, le groupe espèce, donc ce qui correspond au taxon, et l'organisation d'où provient le matériel, et ceci lié à un DOI. Après, au niveau de la source, si ça provient par exemple d'une banque de données, soit on peut l'identifier avec l'URI, soit avec le Biosample ID. Mais ce qui est vraiment important, c'est de vraiment bien identifier ce matériel, car c'est lui qui permet de faire le lien donc avec toutes les données de phénotypage, mais aussi si on veut étendre ensuite avec du génotypage par exemple, ou de la sélection génomique. Donc la section suivante correspond à l'objet de l'étude sur lesquelles les observations sont faites. Donc là, ça peut correspondre à un champ, une parcelle ou une plante. Et donc là, les métadonnées pour identifier cet objet, donc c'est l'identifiant qui est donné à la parcelle ou au champ, la localisation, donc coordonnées GPS ou longitude, latitude, s'il y a des réplications et les traitements qui sont faits sur l'objet de l'étude. Enfin, donc le sample correspond à un échantillon précis extrait de l'objet étudié. Donc ça peut être par exemple un morceau de feuille ou un organe, ou dans les cas des études des forestiers, ça peut être un arbre en particulier, mais voilà, c'est un échantillon. Et donc au niveau des métadonnées, le standard utilisé, c'est celui qui est fourni par la base de données Biosample, qui correspond à un identifiant et des informations sur le traitement. Donc au niveau de la troisième groupe de parties, donc correspond donc au traitement, aux événements et à l'environnement. Donc le traitement, c'est le facteur expérimental biotique ou abiotique, on va dire appliqué à l'expérience. Et donc ce sont les effets qui sont mesurés au cours de l'étude. Les métadonnées, pour les caractériser, correspondent donc à un nom, une description et aux valeurs de traitement. L'event, c'est quelque chose de particulier et de ponctuel qui se déroule, qui se présente pendant l'expérience. Donc ce n'est pas le facteur étudié. Donc ça peut être par exemple une averse de grêle très brutale, ou si c'est une étude en serre, un problème au niveau de la température de la serre, mais c'est quelque chose qui est ponctuel. Et donc on note ces informations supplémentaires sur le déroulement de l'expérience. Et pour les caractériser, on utilise le nom, la description et la date et l'heure, puisque c'est quelque chose de ponctuel. Ensuite, l'environnement, c'est ce qui correspond aux conditions expérimentales contrôlées. Et dans ce cas-là, ça devient une variable d'observation environnementale. Donc, par exemple, je parlais d'INSERT tout à l'heure, si tout au long de l'étude, ma température est de 23 degrés dans ma serre, ça devient une variable d'observation environnementale. Et donc, pour décrire cette variable, il faut sa description et sa valeur. Enfin, il est possible de rattacher à l'expérience de phénotypage des fichiers de l'étude. Donc ça peut être les données finales, des photos ou une description plus précise sous forme de fichier PDF. Donc voilà pour la description du format MyAPI. Donc on va réouvrir vos micros. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors déjà au niveau du chat,
Non, j'ai rien vu passer non plus. Alors, avez-vous des questions à l'oral? N'oubliez pas, hein, toujours pour activer le micro, en haut, faut dire que vous souhaitez parler de nouveau. Pour le fait, oui, François Oui. Chateau-Blondeau, pour le phénotypage à Angers, on passe beaucoup par des images numériques et des analyses d'images numériques. Donc c'est quelque chose de standard là qui rentre bien dans ces structures de données. Alors, au niveau des images, on ne peut pas forcément toutes les stocker parce que il y a la limitation au niveau du volume. Donc après, il faut voir la quantité et la pertinence d'attacher ces images à l'expérience de phénotypage. D'accord. Oui. C'est plutôt des données quantitatives extraites de l'image qui auraient vocation à être intégrées. Oui, oui, éventuellement. Pas d'autres questions? Si. Si, c'est Oui, bon, donc Caroline Dieu, c'est juste, pareil, c'est une question générale, c'est que l'exposé donne l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression, c'est que vous êtes dans un contexte international, c'est un truc qui se développe pour que si on veut réutiliser des données dans un projet, en fait, tout ça soit mis dans une norme internationale et qu'on puisse accéder aux données sous réserve d'un accord de consortium. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est l'idée. C'est vraiment de tendre vers des standards internationaux et oui, pour réutiliser un maximum les données. Donc après, pas d'inquiétude au niveau du projet Hacker. Dans un premier temps, les données peuvent être insérées ce qu'on appelle en mode privé et seuls les gens ayant un compte au niveau du projet Hacker pourront voir les données dans un premier temps et les ouvrir dans un second temps en mode public. Il est parfaitement possible de faire ça. Mais c'est intéressant de le savoir parce que c'est pas en termes de protection des données, c'est en sens inverse, participer via Hacker au-delà à quelque chose de difficile qu'on est en train d'essayer de faire dans le monde entier, quoi, de pouvoir connecter les jeux de données entre eux pour les faire parler. Oui, oui, ça c'est très, très, très intéressant comme partie et ça demande énormément de travail de standardisation. Et plus on a de personnes qui participent et qui nous font des retours sur les différents formats, plus on peut les faire évoluer effectivement. Didier Demidi, j'ai une question sur d'un point de vue opérationnel et pratique. Donc, on voit que dans le système doit être décrit le programme de recherche, puis des studies par site, puis au final l'intégration des données. Oui. Est-ce qu'on sera soumis à cet ordre des choses ou est-ce qu'on pourra d'abord entrer des données et ensuite décrire les studies et le programme de recherche dans le mode privé Alors, au niveau du programme de recherche, donc là, ça sera rattaché au projet Hacker. Donc ces données-là sont déjà disponibles dans GenPIS, je les ai déjà insérées. Éventuellement, les compléter si nécessaire. Après, au niveau de l'ordre de l'insertion, ce qui est déjà fait, l'ontologie est déjà présente. Donc là, il est possible de réutiliser les variables disponibles et qui ont été décrites dans l'ontologie. Et maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est y attacher les données, donc les résultats des expériences de phénotypage. D'accord. Et il y a aussi, j'allais oublier, il y a aussi une partie des ressources génétiques qui sont déjà insérées en base aussi. Les 13 populations, là, elles sont introduites avec un identifiant pour chaque lignée. Alors, il y a deux niveaux d'intégration des données. Il y a eu
toutes les données publiques sont insérées au niveau de GNPIS avec des identifiants spécifiques et toutes les collections sont insérées, je vais dire en mode privé, dans AIS, au niveau de Florimond-des-Prés. Donc là, c'est les données de ressources génétiques que Karine Hardy nous avait fournies. Plus concrètement, donc nous avons reçu des échantillons qui sont codifiés avec un code fourni par Florimond-des-Prés. Ça veut dire qu'il va falloir recodifier avec les codes qui vont bien. J'ai entendu parler de DOI ou de je ne sais plus quelle autre codification, ou cette recodification. Alors, enfin, comment ça va se passer? Donc au niveau des accessions, les DOI ont déjà été générés au niveau de GNPIS, donc il n'y a pas besoin de le refaire. Et pour le phénotypage au niveau DOI, on gère ou pas du tout? Oui. Des datasets? Ouais. D'accord. Donc s'il y a déjà un DOI de présent au niveau du jeu de données, ce qu'on appelle le dataset de phénotypage, on peut le rattacher. Sinon, il faut en générer un, c'est ça? Sinon, on peut en générer un. Oui. Ah oui, c'est un DOI INRA, oui. Si je peux intervenir? Oui. Ouais. Pour répondre à Didier et préciser sa question, il ne s'agit pas du tout des accessions, là, il s'agit des génotypes créés dans le cadre du WP2, donc ces fameux 3000 hybrides. Ils ont reçu des semences et elles ont toutes le code, en fait, ce qu'on appelle le seed name interne à des prés. C'est une question qu'on ne s'est pas posée, mais effectivement, soit on le remet intégralement, ça peut être embêtant, soit on le recodifie, mais il faut définir effectivement la manière de le recodifier. Ça, Nicolas, je crois que j'ai les codes. Si Karine me les avait mis dans les ressources génétiques, parce que moi j'ai des codes de génotypage qu'elle m'avait mis avec les ressources génétiques et je les ai rentrés dans AIS. Donc je dois avoir les correspondances. Donc informatiquement, on peut faire les correspondances s'il y a besoin. Ouais, mais ça ne correspond pas, puisque toi tu avais les accessions. Là, on parle vraiment du matériel final qui a été créé à partir des 15 accessions. Enfin, donc c'est ceux que j'ai pas, c'est ceux qui ont été faits après, pendant les 3 ans. Donc. Ah oui. Mais du coup, en fait, ces codes, ils sont nulle part. Pour l'instant, ils sont derniers. Les quelques 3000 hybrides issus du WP2, il y aura également issus du WP5, sont des numéros des seed names qu'on appelle, hein, des numéros de génotype que personne ne connaît sauf ceux à qui on a transmis des graines. Et on les retrouve dans les essais au champ, on les retrouve dans les essais au labo, donc en germination, sur les bancs de germination ou en tomographie. C'est cela dont Didier parle. Et effectivement, on ne s'est pas posé la question de les recodifier ou non. D'accord. Alors c'est vrai que ce qui est important, c'est de bien les identifier. Il est possible que Florimond-des-Prés fournisse son code. Après, ce qui va être rattaché à un DOI, ça va être vraiment l'expérience. Donc si au sein de l'expérience, pour lier les données les unes aux autres, il y a ce que je vais appeler un code interne, je pense que c'est pas grave. Oui, effectivement. Si c'est pour vous éviter de complètement recodifier vos données. Ouais, bon, ça va falloir qu'on discute quand même parce que l'idée c'est de pouvoir quand même centraliser les données et quand on veut pour un génotype donné avoir une idée de toutes les données de phénotypage correspondant à ce génotype, il faut qu'on interroge la base de données avec un code unique. Donc soit c'est celui qu'on a fourni, mais si les données de phénotypage sont disponibles
pour d'autres, enfin à l'extérieur, pas uniquement à la communauté hacker, c'est embêtant parce que la codification renseigne sur le type de matériel. Et dans ce cas de figure, D'accord. il faudra recoder, mais ça ne demande pas grand-chose. Hein. Il suffit simplement d'avoir la nomenclature pour recoder et puis on fait une liste avec la correspondance. Ça ne demande pas beaucoup de temps D'accord. pour le faire, mais il faut le savoir s'il y a une nomenclature pour codifier ces génotypes. Ou alors on Et en donne fait, on peut à la fois garder votre code interne Florimond-Després et générer pour chaque génotype un DE unique. Et comme ça, il y a à la fois l'unicité et à la fois vous gardez votre information de codification interne qui peut avoir du sens. Ouais, elle a du sens, mais il ne faut pas qu'elle soit diffusée à l'extérieur. Ah oui, alors là du coup, Oui, c'est pour ça, la recodification, ouais. Oui, c'est le même souci qu'on avait eu pour les accessions. les accessions de ressources génétiques, c'est que dans IS, on a le code interne Florimond-Després, et dans GNPIS, c'est un code hacker et une suite de chiffres. Oui. Donc, Oui. en fait, les informations y sont, mais pas les identifiants. Je me souviens plus, Daphné, tu nous avais fourni une nomenclature pour les recoder ou pas? Non, c'est Karine. Karine m'avait donné un identifiant public et un identifiant privé. Bon, ben, peut-être qu'il faudra qu'on fasse la même chose sur l'ensemble du matériel qu'on teste et dont on a fourni des échantillons de semences aux différents partenaires, en particulier à En l'équipe. fait, l'identifiant externe, c'est hacker underscore, une suite de 4 chiffres de mémoire. Mmh. Et le code interne, c'est les codes que tu connais, toi. Ça marche. Bon, ben, on fera prochainement une liste de correspondance avec la recodification et les synonymes qu'on a fournis à tous nos partenaires. Entendu. Il faudra la rentrer. Oui. Avez-vous d'autres questions? Non. Donc je vais pouvoir passer à la partie suivante. Donc cette fois, je vais vous parler du format de soumission de l'URGI. Donc c'est l'Excel que vous allez devoir remplir pour soumettre les données, pour les insérer en base de données. Donc au niveau de ce format, toujours pareil, l'identification du matériel biologique est important. Donc lorsque les accessions ne sont pas déjà rentrées en base et qu'elles n'ont pas de DOI, il est possible de les identifier avec le triplet suivant, donc l'accession number, le taxon groupe et l'organisation. Sachant que si les données ont déjà été insérées en base, il est possible d'exporter donc ce qu'on appelle l'onglet plante matérielle qui décrit le matériel biologique depuis le système d'information EFESIS. Au niveau de l'identification des variables, donc au niveau de la betterave, ça a été fait via la habitantologie. Donc là, il y a le lien vers le fichier Excel où il y a les variables à l'intérieur. Ensuite, au niveau du format de soumission, donc je vous ai mis les deux liens pour télécharger d'une part le format de soumission vide et le second lien correspond à un README qui a été rédigé avec la communauté Vigne, donc ce sont des exemples Vigne qui est à l'intérieur, pour décrire le plus possible le format de soumission. Donc au niveau du format de soumission, il y a un premier onglet qu'on appelle l'onglet README qui permet de décrire comment remplir le format de soumission.
Donc très rapidement, ce qui est en rouge au niveau des onglets ou des colonnes, ce sont des champs obligatoires. Ce qui est en noir, on va dire, c'est ce qui est optionnel, donc c'est pas forcément nécessaire de le remplir. Et ce qui est en bleu, donc c'est ce qu'on appelle conditionnel. Ce sont des colonnes qui sont remplies, par exemple, si une autre colonne est remplie ou pas remplie. Enfin, voilà, ça dépend de ce qui est déjà rempli ou pas pour remplir la colonne suivante. Donc, je vous montrerai un petit exemple. Et à la fin du format de soumission, il y a ce qu'on appelle l'onglet des données statiques, ce qui correspond à un vocabulaire contrôlé qui vous permet de vous aider pour remplir certaines colonnes du format. Donc là, ce que j'ai fait très rapidement, ça correspond à un petit mapping entre le format MyAPI que je vous ai décrit tout à l'heure et les onglets du format de soumission. Alors, il faut que je partage mon écran si je veux montrer quelque chose. Hop. Hop là. Alors, est-ce que tout le monde voit bien le partage d'écran, donc, ou indiquez vite fait sur le chat si vous voyez ou pas. Parce que du coup, moi, je ne vois plus le chat et je ne vous vois plus non plus. Donc, si vous me faites des grands signes, non, je ne vois pas, je ne le verrai pas. Ok. Donc, visiblement, vous voyez mon écran. Donc, l'onglet README, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai reporté au niveau de ce format le mapping. Donc, ce qu'on appelle l'onglet trial au niveau de l'IRGI, c'est ce qui correspond à la description du study au niveau du format soumission MyAPI. Et c'est ce qui permet de décrire l'expérience de phénotypage. Alors là, je vais décrire les différents onglets. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les colonnes. Je vous ferai parvenir ce format, enfin cet Excel avec les descriptions. Et si jamais il y a des choses qui sont vraiment pas claires, faudra pas hésiter à me demander. Enfin, je pourrais vous aider pour le remplir. Donc ensuite, l'onglet suivant donc décrit le site expérimental. Donc là, j'ai mis l'onglet Study en deux parties parce qu'en réalité, ça décrit d'une part l'expérience et également la localisation. L'idéal, c'est de pouvoir également rentrer les longitudes et l'altitude qui correspondent au site expérimental, car au niveau de l'interface, on a une carte pour visualiser les sites. Donc si les coordonnées sont rentrées, ça fait plus joli sur la carte. On a le contact, donc ça correspond à la liste des personnes impliquées dans l'expérience. Donc ça peut être les personnes qui ont réalisé l'expérience, si nécessaire les propriétaires pour les parcelles, des choses comme ça, c'est toutes les personnes impliquées. Ensuite, il y a l'onglet qui permet de décrire donc les variables. Donc c'est la liste des variables observées. Et dans l'idéal, c'est lié à une ontologie. Donc typiquement, les identifiants des variables qui ont été rentrées dans la bit ontologie servent au niveau de cet onglet pour identifier de nouveau les variables. Si jamais il vous manque des variables, il ne faut pas hésiter à nous le dire. On fera le nécessaire pour les ajouter. Ensuite, donc il y a l'onglet plantes matérielles qui permet de décrire donc le matériel biologique utilisé. Et donc là, je pense que ici, ça sera plus visible. Donc je vous parlais tout à l'heure de colonnes conditionnelles. Donc là, typiquement, si l'accession à un DOI, la colonne DOI doit être renseignée, il n'est pas nécessaire de remplir les trois colonnes suivantes, donc accession number, taxon groupe et organisation. En revanche, si l'accession n'a pas déjà de DOI, c'est ces trois colonnes-là qu'il faut remplir. C'est ça qu'on appelle colonne conditionnelle.
Ensuite, il y a l'onglet qui permet de décrire la liste des traitements et les modalités qui ont lieu au cours de l'expérience. Ensuite, donc il y a l'onglet ITK, c'est ce qui correspond le mieux, on va dire, au niveau des events par rapport au format MyAPI. Donc là, on peut décrire les techniques, enfin le détail des techniques des interventions réalisées. Mais donc du coup, s'il y a quelque chose de ponctuel qui s'est passé, c'est également à ce niveau-là qu'on peut le renseigner. Ensuite, il y a l'onglet qui permet de décrire des fichiers qui peuvent être liés à l'expérimentation. Et enfin, donc ce qui correspond à l'onglet Data, qui permet de renseigner les données liées à l'expérience. Et donc c'est ce qui permettra ensuite d'afficher la matrice des données au niveau de l'interface. Je reviens ici. Donc voilà, au niveau de la présentation, j'ai réécrit ce que je viens de vous expliquer pour qu'il y ait un support supplémentaire. Donc voilà, c'est le détail de ce que je viens de vous dire. Hop. Donc si vous avez des questions au niveau du format de soumission ou si jamais vous souhaitez que je rentre plus dans les détails pour décrire les différentes colonnes, n'hésitez pas. C'est sur le transparent vent où on voyait les adresses, c'est ça? Tu peux répéter s'il te plaît? Oui. J'ai pas compris ta... C'est François Chapeau-Gondo. Oui. C'était sur le transparent 20 où tu donnais des adresses pour télécharger les... Ici, Oui, voilà, c'est ça. D'accord, oui. Donc là, on aura les adresses dans le support qui sera... Oui, alors normalement, j'avais déjà fait un premier mail il y a quelques temps, je pense suite à l'AG de novembre, où j'avais déjà donné les liens vers le format de soumission et le petit README, mais il n'y a pas de souci, je peux vous les redonner sans problème et vous les aurez également dans le support. Oui, oui, d'accord. Non, je crois qu'il faut mettre la main. Ah, c'est bon. C'est en fait, là, parce que ça y est, chacun va commencer à avoir des données. Bon, peut-être Oui. pas demain matin, c'est la fin d'année. Donc, on décide quand on a un jeu de données qu'on le soumet et on prévient ses collègues. Enfin, comment ça se passe? Chacun y va quand il veut, ou il y a des sessions d'entrée. Je sais pas, c'est pas organisé. On fait chacun comme on veut et on prévient. Alors, dans l'idéal, ça serait bien de coordonner, oui, un petit peu les soumissions des données. Après, il peut y avoir plusieurs jeux de données insérés. On va dire, au niveau de l'insertion des données, on va s'organiser. Il peut y avoir plusieurs batchs d'insertion. Enfin, voilà, une fois que vous m'avez fourni les fichiers, c'est au niveau de l'organisation interne de l'URGI où on choisit les périodes où on va insérer les données. Après, si vous voulez vous mettre d'accord entre vous pour la logique et la cohérence des données, il n'y a aucun souci. S'il faut que je vous aide également, on peut prévoir des petites sessions par Skype ou des choses comme ça. Il faut que vous soyez le plus à l'aise possible avec ces soumissions de données. Parce que bah déjà, il y a deux grands groupes. Il y a tout ce qui va être fait au champ par l'ITB. D'accord. Et puis, il y a tout ce qui est fait ici sur la plateforme du GVS. Et là encore, il y a deux sous-groupes qui travaillent. Donc, il faut bien s'assurer que tout ce monde-là code de la même manière, a bien compris. Donc, oui, c'est peut-être mieux s'il y a quand même quelqu'un qui coordonne tout avant que ce soit rentré dans la base. Oui, d'accord. Nous, François Chapeau-Blondeau, là, sur Angers, là, à l'université d'Angers, on est plutôt en appui
du SNES GVES pour le traitement numérique des images. Donc, a priori, on n'envisage pas de soumettre des données de notre côté, mais passer par le SNES GVES pour ça. Hein. D'accord. Donc, Alors, sur Angers, oui, ce serait pas nous qui serons, nous, l'Université d'Angers, qui serons en première ligne pour soumettre, D'accord. a priori. Didier Demilly, j'ai entendu parler qu'on pouvait aussi associer aux fichiers de résultats finaux avec les résultats liés à l'ontologie, on pourrait associer, c'est bien ça, des fichiers de données brutes ou de données calculées intermédiaires. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, oui, il est possible d'associer des fichiers. Donc, je montrerai tout à l'heure dans l'interface où est-ce qu'il sera possible de voir et éventuellement de télécharger le fichier qui sera lié à l'expérience de phénotypage. Après, faut voir la taille du fichier aussi. Enfin, on peut. Ça ne sera pas d'image. Pour donner un exemple, nous faisons les essais à des températures contrôlées, donc on dispose par exemple des séries d'enregistrement des températures. Donc en traçabilité, ça peut être associé à des données données, les températures qui ont été relevées et mesurées à ce moment-là, par exemple. Dans ce cas-là, il faut voir parce qu'il y a deux choses possibles. Il y a soit possibilité de joindre un fichier directement à l'essai. Donc à ce moment-là, c'est générique en fait. Soit il y a possibilité de stocker des fichiers comme valeur de variable en fait dans les tableaux de résultats. Donc si la température elle a un sens sur un individu particulier qui est observé dans le cadre d'un essai, ça peut être considéré comme une observation et du coup ça peut être soumis en tant que variable observée dans le tableau dans la matrice de résultats. De toute façon, l'idée, c'est que vous commenciez à soumettre les données et puis vous contactez Dorothée qui reviendra vers vous pour compléter des choses, préciser des choses. Hein. N'hésitez pas à commencer à compléter les fichiers et à nous contacter ensuite pour toutes les questions. Ce qui est important, encore une fois, c'est bien suivre l'ontologie. Est-ce que c'est bon au niveau des questions? Hop. Alors, du coup, je vais vous présenter donc la dernière partie de ce webinaire qui correspond donc à l'interface, donc au système d'information, où vous pourrez voir les données une fois que vous les aurez soumises. Donc, Ephésis, c'est le nom de ce système d'information dédié au phénotypage. Et donc, il permet de stocker des études sur les interactions du génotypage sur l'environnement sur le génotypage, les interactions entre les deux en tout cas. Il est possible d'afficher soit des essais entiers, soit des observations ponctuelles ou des séries temporelles. C'est un outil qui se veut générique, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, piloté par des ontologies qui représentent donc les différents niveaux d'observation, donc que ce soit l'essai, la parcelle, la plante ou un organe de la plante, et au niveau des variables d'observation, donc au niveau des traits, donc là c'est plus ce qui correspond à la dite ontologie, ou des variables d'environnement. Il y a plusieurs facteurs. Donc le génotype est obligatoire et après il est possible d'avoir de 0 à n facteurs qui peuvent être des traitements, des stress, des différents facteurs de l'étude.
Donc au niveau des types de données, donc ça on l'a déjà brièvement abordé, il est possible de mettre des données brutes, mais plutôt des données élaborées, en respectant donc la limitation en espace. Au niveau donc, du système d'information, on respecte l'interopérabilité donc pour faire le lien entre les différents types de données. Donc, tout ce qui correspond aux traits phénotypiques permet de faire le lien sur des expériences de GWAS, de sélection génomique ou de génotypage. Avec l'identification du matériel génétique, pareil, ça permet de faire l'interopérabilité sur les autres parties du système d'information. Également avec les ontologies et toutes les données liées à un projet. Au niveau des fonctionnalités, donc ce système d'information a deux fonctionnalités principales, donc l'archive des essais phénotypiques, mais permet également de construire des jeux de données pour effectuer différents types d'études. Donc il y a possibilité d'extraire les données du système et ensuite de faire des études, par exemple, pluriannuelles, des études de génétique, de ce genre de choses. Alors, là, je vais vous montrer. Donc, la suite de la présentation, c'est principalement des captures d'écran si jamais j'ai des soucis au niveau de mon partage d'écran. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est de naviguer en direct dans l'interface. Alors, est-ce que ça fonctionne convenablement? Ok, super, merci. Donc ici, c'est le portail de GNPIS. Et donc, pour accéder à Ephesis, on clique sur le lien ici. Et donc c'est un formulaire qui se présente en 3 onglets. Donc il y a l'onglet. Donc c'est un formulaire qui se présente en 3 onglets. Donc il y a l'onglet génotype, l'onglet des variables où on retrouve les différentes ontologies et l'onglet pour faire des recherches par trial. Donc vu qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de données de Betrave dans cette interface, je vais faire on va dire des exemples relativement simples à partir de données publiques qui sont déjà insérées dans GNPIS. Donc là, par exemple, si je cherche Triticum, donc à partir du moment où je rentre un critère de recherche dans mon formulaire, il y a le tableau en bas qui se met à jour au fur et à mesure. Donc là, typiquement, en ayant rentré le genre Triticum, je vois qu'il y a 2945 accessions disponibles. Voilà. Alors ensuite, au niveau du trial, si je choisis un projet, alors normalement, de la même manière, le tableau des trials devrait se mettre à jour. Donc ça, c'est l'effet démonstration. Donc de la même manière que les tableaux d'accession, je devrais voir les trials qui sont rattachés. Ah, pardon. Voilà, excusez-moi. Donc ça y est, le tableau des trials s'est mis à jour. Donc lorsque je clique sur Result, je vais avoir les résultats, les résultats de mes sélections qui s'affichent. Ce qui est intéressant, c'est que mes paramètres de recherche sont résumés à ce niveau-là. La carte dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque les longitudes et latitudes sont renseignées, donc ça permet de visualiser cette carte. Ensuite, j'ai le détail des campagnes de phénotypage, la liste des trials
Et ensuite, lorsque je veux voir les données à proprement parler, je clique sur cet onglet. Et donc là, je peux faire défiler les différents types de données avec les différentes variables qui ont été étudiées dans le cadre du projet de blé que j'ai sélectionné tout à l'heure. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, alors, il y a moyen de retourner au niveau du formulaire si jamais on veut, par exemple, affiner ses critères de recherche. Et donc, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que au niveau, en dessous du tableau de résumé des accessions, il y a le bouton pour exporter l'onglet qui correspond aux plantes matérielles, c'est-à-dire à la description du matériel biologique utilisé. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, si les données sont déjà rentrées en base, il n'est pas forcément nécessaire de re-remplir cet onglet. Alors, j'avais prévu. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer pour vous décrire brièvement ce qui était possible de faire au niveau des recherches. Alors ensuite, donc là, c'est le même type de recherche que j'ai fait donc, au niveau du projet blé. Sauf que après j'ai fait des restrictions au niveau de l'interface pour pouvoir extraire des données et travailler dessus. Le partage fonctionne. Non, le partage fonctionne plus. Oui, je suis sur la slide. Il faut que je hop, hop, hop. C'est bon. Donc ici, ce que j'ai fait, donc j'ai gardé mes critères de recherche précédents et j'ai restreint sur un site. J'ai affiché les résultats. Ce qu'il est possible de faire, là, il y a beaucoup de campagnes de phénotypage, donc il est possible d'en afficher moins. Et du coup, le nombre de trials diminue en fonction des campagnes de phénotypage sélectionnées. Et donc, ce qu'il est possible de faire au niveau des résultats, ici, donc c'est d'exporter les résultats. Donc là, je vais lancer l'export. Alors moi, je l'avais déjà préparé pour faire. Je vais juste enregistrer le fichier. J'avais préparé quelque chose pour la démonstration. Donc avec les critères de recherche que je vous ai montré précédemment, j'ai sélectionné deux traits. Donc le rendement du grain et la hauteur de la plante. Et ce que j'ai fait sur les 3 campagnes de phénotypage, donc 2013, 2014 et 2015, j'ai calculé les moyennes par rapport aux données qui étaient affichées sur l'interface. Et donc du coup, après, il est possible d'interpréter ces résultats. Donc là, au niveau du grain, donc là, au niveau de la hauteur. Donc ça, c'est un exemple relativement simple de choses qu'il est possible de faire une fois que les données sont extraites de la base de données. Alors voilà, je ne suis pas une spécialiste du phénotypage, donc là j'ai fait quelque chose de simple. Je pense que pour vous, vous pourrez plus facilement travailler avec les données, mais c'est pour vous montrer les possibilités. Donc si je reviens à ce niveau-là. Donc toujours pareil, il y a toutes les captures d'écran qui correspondent donc à la navigation que j'ai fait. Et ensuite, donc un dernier exemple là qui permet de montrer
la possibilité, enfin l'interopérabilité qu'il y a au niveau du système d'information, et donc du coup qui permet de naviguer au niveau des ressources génétiques, du génotypage et de la cartographie génétique. Donc je retourne au niveau du formulaire, je le réinitialise parce que je vais changer d'espèce. Et donc là, je choisis Populus. Alors, à ce niveau-là, je peux avoir accès aux accès. Ah non, les accès. Pardon, excusez-moi, je laisse reset. Donc là, je peux naviguer ici. Donc là, j'arrive sur la description complète de l'expérience. Et donc, c'est à ce niveau-là où je peux naviguer dans tout le système. Donc, ici, je vais avoir la description de l'accession qui a été utilisée dans le cadre de cette expérience, donc avec toutes les descriptions qui vont avec. Alors, et tout en bas de la fiche de l'accession, c'est ici également où je peux naviguer. Donc c'est ce qu'on appelle des cross-références, donc c'est les références croisées entre les différentes thématiques du système. Et donc à ce niveau-là, je vais avoir les résultats du génotypage qui a été réalisé en lien avec l'expérience que je vous ai présentée précédemment. À ce niveau-là, on voit que j'ai un marqueur. Donc on peut voir le détail de ce marqueur. Et il est également possible de le retrouver sur l'interface de cartographie génétique. C'est public. C'est juste que c'est long. J'ai plus mon exemple de marqueur. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai plus mon exemple de marqueur. Ah, désolé. C'était fait des mots. Hop. Ah, c'est celui-là. Est-ce que j'ai tapé les données en verrai trop? Désolé. Voilà. Et donc là, à ce niveau-là, j'ai donc le détail du marqueur génétique. Donc du coup on va pas dire issu, mais voilà, lié à l'expérience que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc ça permet de voir comment on peut naviguer à l'intérieur du système et donc le lien qu'il est possible de faire entre les différentes thématiques. Oui, donc là, oui, on peut continuer à naviguer après au niveau donc là de la cartographie génétique avec le lien vers les QTL. Voilà. On peut rebondir dans tout le système de cette manière-là.
Oui, et on peut également, effectivement, il y a aussi un JBrowse associé. Voilà, c'est vraiment un exemple qui est très complet et qui permet de bien voir tout ce qu'il est possible de faire lorsque l'intégralité des données sont soumises. Hop. Donc, a priori, au niveau des exemples, si je peux faire... Désolée, j'ai un petit peu de mal à naviguer entre les deux. Donc, si je reviens à ce niveau-là, donc ça c'est l'onglet sur lequel je ne suis pas encore trop allée en détail, mais il est possible donc de naviguer dans ces différentes variables pour afficher différentes choses. Donc par exemple, si on veut uniquement les résultats des études qui ont été faites sur un type de stress, on sélectionne à ce niveau-là. Et lorsque on sélectionne Results, on peut voir les différentes campagnes de phénotypage, les différents essais et toutes les données liées, donc pour le coup, à la variable que j'ai sélectionnée. Donc si vous avez vraiment un trait d'intérêt sur lequel vous voulez avoir le résultat, vous pouvez sélectionner donc à partir de la navigation dans les ontologies. Donc, je pense que c'était la dernière chose que je voulais vous montrer au niveau de l'interface. On va pouvoir repasser à une phase de questions. Et si jamais vous voulez voir des choses plus en détail au niveau de l'interface, c'est le moment de me le demander. Oui, s'il te plaît. Bon. Dans le chat, visiblement, il n'y a pas de questions. Donc là, on peut aussi aborder, je vais dire, la session de questions générales sur l'ensemble de la présentation, parce que pour ma part, j'ai terminé de vous présenter ce que je voulais. Donc n'hésitez pas. Bon, moi, j'ai pas de questions, mais j'ai trouvé que c'était très clair comme présentation et on voit se mettre progressivement ensemble les choses sur lesquelles on a travaillé. Et après, je pense que les généticiens ne sont pas là, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de questions sur la dernière partie. Parce que c'est eux qui vont surtout utiliser ces possibilités. Au niveau du format, tout est bien clair. Enfin, de toute manière, je reste à votre disposition. Donc, je vous enverrai les différents liens, la présentation, éventuellement la vidéo, enfin sur la vidéo. Et donc du coup, voilà, faut pas hésiter à commencer à le prendre en main, commencer à le remplir, voir un petit peu si vous avez des intégrations ou des interrogations. Il faut pas hésiter. Je vous aiderai à le remplir. Dans les autres PIA, ils ont commencé à entrer des données? Oui. Alors, dans les autres pays, donc dans PIMUST, c'est sûr. Oui, dans Breedwit, parce que moi je travaille sur Breedwit, on a déjà du coup beaucoup d'expérience de phénotypage de pratiquement toutes les années. Il manque les deux dernières, vu qu'il y a toujours un décalage entre l'acquisition des données et la soumission des données. Et c'est un peu ce qu'a montré Dorothée, sauf qu'elle a montré sur un jeu de données public, mais on a aussi des données privées du projet Breedwit. Et pareil pour
pour PIMUS. PIMUS, je ne peux pas vous le montrer parce que pour l'instant, c'est que des données privées, mais ils ont déjà commencé à insérer leurs données aussi. Et du coup, pour Bruit, on a un bel exemple où on peut aller des accessions vers le phénotypage, vers le GVAS. On a tout l'étude de données. Donc on a déjà montré que ça pouvait fonctionner avec tout un jeu de données complet. C'est des données publiques du coup, celles-ci? Ah Non, ouais, voilà, privé c'est pour encore. ça que oui, c'est pour ça que j'ai pas pu vous montrer. C'est bien qu'il y avait là. Juste une dernière chose, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, si vous pouviez remplir la petite enquête de satisfaction, s'il vous plaît, pour vous donner le retour un petit peu de ce webinaire, ce que vous en avez pensé. Voilà. On aura l'adresse dans les supports. Oui. Voilà. Toutes les URL qui sont dans le support, je les laisse et vous les aurez à disposition. Moi, c'était mon premier webinaire. Ça a très bien marché. Oui, c'est vrai qu'on a eu de la chance sur le fonctionnement, ça s'est plutôt bien passé, tant mieux. Et Nicolas Henry, là, qui a abandonné en chemin. Oui, effectivement. Oui, parce que l'interface le rejetait systématiquement, donc il a dû arrêter. Ah d'accord, à chaque fois Il s'est reconnecté une que... dizaine de fois. Oui, Oh là là. déconnecté. D'accord. Ah. Donc, moi, je le voyais se connecter, se déconnecter, et ça fonctionnait pas, donc je l'ai appelé au téléphone. Donc, il a arrêté. D'accord. Moi aussi, ça me le faisait, mais j'ai tout de suite installé l'application, en fait. D'accord. C'est pour ça que ça fonctionne. Par l'interface web, c'est pas stable. D'accord. Donc peut-être éventuellement prévoir pour les autres webinaires que les gens installent l'application. S'ils peuvent, oui. D'accord. Pour Florent-Després, Daphné, tu pourras leur dire d'installer l'application. Voilà. Donc j'ai quand même donné deux, trois retours à Nicolas et il m'a dit qu'en effet, il faudra que vous vous organisiez pour la soumission pour les données. Donc il faudra que vous voyez tous ensemble comment vous faites, comment vous organisez. Et voilà, après il reste à remplir les formats de soumission pour envoyer les données. Donc ça, c'est plus simple à faire et utiliser les variables. Pour l'ontologie, il ne faut pas hésiter à dire s'il manque des choses ou s'il y a des améliorations à faire, à ce qu'on fait en coordination de tout le monde. Et voilà. Oui. Quitte à ce que commencer à remplir les fichiers, voir s'il manque des choses ou pas, et peut-être éventuellement refaire un point, je ne sais pas, peut-être en septembre ou un peu plus tard à l'automne, en fonction en fonction de si vous êtes bloqué ou pas, je serai parfaitement disponible pour ça. Les dossiers d'évaluation, j'en ai plus à faire, mais pour ceux qui en ont encore à faire, est-ce que c'est, on dit, je sais pas quoi, qu'on a participé à l'ontologie Betrave et on met le lien, et comment est-ce que c'est mentionné dans un dossier de publication, une chose comme ça? Je répète, c'est pas bon, enfin moi c'est pour mon propre cas, mais c'est les autres qui ont contribué. Est-ce que leur nom apparaît quelque part ou est-ce que... Alors, au niveau de la crocontologie, il y a une petite description qui explique dans le cadre du projet, et c'est surtout de mémoire, il me semble que c'est Daphné qui est mis en référent parce que c'est elle qui peut curer les données et les resoumettre. Et aussi au niveau de la chromatologie, c'est expliqué
Effectivement, quand il y a une publication ou qu'on doit parler d'ontologie, comment la cite? Voilà, c'est ça. Il y a possibilité de le faire, oui. Alors éventuellement, je Dans pourrais la, dans retrouver... la, Oui, Daphné? dans la description de l'ontologie, de mémoire, on a écrit que ça a été fait dans le cadre du projet Hacker avec l'ITD, le GVS. Je crois qu'on a Oui, écrit oui. les institutions qui ont participé à monter cette ontologie. Je crois pas qu'on ait mis de nom très clair. Non, non, non. N'ayant pas les autorisations des gens, on a juste mis le mien qui est en contact en fait. Quand on déclare un logiciel, c'est comme ça. On dit les organismes, mais il n'y a pas le nom des personnes. Voilà. Je sais pas les liens. Ouais. Et en effet, si vous l'utilisez et que vous en parlez, ben, il suffit de mettre, je pense, le lien vers l'ontologie et de citer Hacker, et puis voilà. Oui, À mon sens, mais à vérifier. même au niveau de... Il y a une publication qui a été faite au niveau du projet Hacker sur l'ontologie qui, je pense, décrit comment elle est citée. Il me semble, il y a eu une publication sur l'ontologie après la dernière assemblée générale. Attention, pas une publication, un article sur la page web, c'est pas pareil. Oui, c'est ça, oui, oui, pardon. Donc plus de questions, de remarques supplémentaires? Pour ma part, non. Donc si jamais vous avez d'autres questions qui vous reviennent plus tard, surtout n'hésitez pas. Donc là, je pense que nous allons conclure. Merci de votre présence. Donc Merci de m'avoir écouté. tu nous envoies le support là par mail, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Oui. Ok, très bien. Bon, ben, Alors, est-ce que vous préférez que je vous envoie le support et la vidéo dans un second temps, parce que je pense que la vidéo, il oui, faudra peut-être la retraiter, gros, quelque chose comme ça. Plus encombrant. Oui. Ou est-ce que j'envoie le support de suite et la vidéo dans un second temps? Plutôt le support de suite, ça permet de relayer avec des collègues qui n'étaient pas présents éventuellement. Parce qu'effectivement, la vidéo, ça peut être un peu plus long, puis c'est peut-être un peu plus difficile à exploiter, à dépouiller en termes d'informations essentielles, tandis que le support de diapo, il est bien synthétique. D'accord, donc pas de souci, je vous envoie le support très rapidement et la vidéo en suivant. Parfait. On fait comme ça. Merci bien. Très bien. Eh bien, merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Okay. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.